Histoire ennuyeuse pour dormir. Comment les courriers perses livraient le courrier à travers un empire? Salut à tous. Ce soir, nous marchons dans les pas couverts de poussière d'hommes qui couraient plus vite que la peur, traversaient les déserts avant l'aube et dormaient sous des étoiles plus anciennes que leur dieu, tout ça pour livrer une lettre. Vous entrez dans le monde du système de messagerie perse, le Chapar Khaneh. Ce n'était pas un simple glisser là dans la boîte aux lettres. C'était une affaire royale, couvrant des milliers de kilomètres, conçue avec une précision telle que votre bureau de poste local en ferait une poussée d'urticaire. Et pourtant, vous n'allez probablement pas survivre à ceci, pas à l'histoire elle-même. Juste à la monotonie de parler de routes, de sabots et de logistique gouvernementale, cela pourrait bien vous endormir profondément comme jamais auparavant. Ce qui, en soi, est un peu le but. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous aimez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi, d'où écoutez-vous ce soir? Écrivez votre ville et l'heure locale en commentaire, j'adore voir notre petit empire somnol grandir. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peu, être un ventilateur pour ce doux bruit de fond et glissons ensemble dans ce voyage de ce soir. Vous commencez à Souse, l'ancienne capitale de l'empire achéménide. L'année, environ 500 avant JC. L'air est sec, les murs en briques d'argile vibrent de chants de cigales et une légère odeur d'agneau rôti flotte depuis la place du marché. Vous ajustez votre sacoche. Vous êtes maintenant un chapar, l'un des courriers de confiance du roi. La route royale s'étend devant vous. Près de 700 km d'un itinéraire soigneusement entretenu reliant Suse dans l'actuel Iran à Sardes en Anatolie occidentale. Imaginez une fibre optique antique sauf qu'elle est faite de pierre, de terre et d'hommes résolus. Hérodote, ce grand bavard bien intentionné de l'Antiquité, affirmait que ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit n'arrêtaient ses courriers. Oui, c'est bien cette phrase qui est gravée sur le bâtiment de la poste de New York. De rien, modernité. Mais cette route, ce n'est pas juste de la poussière et de l'ambition. Tous les 20 à 25 km environ, on trouve une station de relais, un refuge avec des chevaux frais, de la nourriture, de l'eau, et parfois un tapis de couchage si fin qu'on pourrait croire que c'est une simple suggestion. On attend de vous que vous fassiez chaque tronçon du voyage aussi vite que possible humainement ou équinement. Vous marchez. Le sable vous racle entre les orteils. Vos sandales ne sont guère plus que des lanières de cuir tressées bonnes pour l'aération, mauvaises pour les scorpions. Vous passez près de palmiers dattiers, de bornes effritées, et parfois d'autres courriers arborant un badge en bronze indiquant leur mission royale. Vous hochez la tête. Ils hochent la tête. Une camaraderie silencieuse et poussiéreuse. Les locaux, surtout des fermiers, vous laissent largement le passage. Non pas par peur, mais par respect. Les courriers royaux ont la priorité. Parfois, vous vous demandez si vous pourriez simplement crier « Dégagez, j'ai une lettre » et obtenir gratuitement un bol de ragoût. Probablement, mais vous êtes fatigué. Vous continuez à marcher. Quelque part près d'Ekbatan, vous apercevez l'éclat lointain d'une montagne. Le mont Alvan. Un air frais dévale ses pentes, soulageant le souffle sec du désert. Vous murmurez une prière à Ahura Mazda, dieu zoroastrien de la lumière et de la vérité. Et, sans doute, de la sécurité routière. Les historiens débattent encore. Le système routier perse était-il une prouesse d'ingénierie ou simplement un réseau de pistes commerciales anciennes légitimées par décret royal? Certains disent que Darius Ier les a construites de zéro. D'autres pensent qu'il a juste apposé son nom sur des routes de caravanes existantes. Quoi qu'il en soit, vous êtes reconnaissant pour chaque portion pavée, surtout après 3 jours, à traverser un terrain rocailleux qui faisait craquer vos genoux comme un sac de noix. Petite anecdote amusante. Certaines sections de la route royale étaient recouvertes d'un enduit de chaux. Blanc, crayeux, réfléchissant comme un marquage routier antique. Il brillait légèrement sous la lune, permettant aux courriers de voyager de nuit sans trébucher dans un troupeau de chèvres. Cela rendait aussi la route glissante lorsqu'il pleuvait, raison pour laquelle vous vous souvenez bien de l'exercice d'entraînement. Si tes sandales grincent, ralentis ta cadence. Vous arrivez à une station de relais. À peine descendu de cheval, un palefrenier tire votre monture et vous met les rênes d'un nouveau cheval dans les mains. Pas de bavardage, pas de thé. Juste, enseye. Le message que vous transportez pourrait être n'importe quoi. Ordre militaire, taxe sur les céréales, invitation royale ou encore une lettre sèche concernant un tribut étrangement trop bas. Une pensée amusante. Si un courrier osait un jour jeter un œil à un rouleau scellé, la punition était immédiate. Mais en cas d'accident, si le seau se brisait sous la pluie, ou mâchonné par une chèvre curieuse, on raconte probablement à tort qu'un courrier aurait laissé tomber un message royal dans une latrine publique. Il l'aurait récupéré, recellé à la cire et prié pour que le destinataire soit myope.
Personne ne raconte la suite. À la tombée du crépuscule, vous atteignez une crête surplombant le fleuve Alice. En bas, la lumière de la lune scintille sur l'eau comme de l'argent renversé. Quelque part à l'ouest se trouve Sardes, encore à des centaines de kilomètres. Mais votre portion est faite. Un autre courrier prend le relais. Il hoche la tête, grimpe sur le cheval et disparaît dans la nuit comme un murmure. Vous vous glissez sous une couverture usée. Vos os vous font mal. Mais le système apporte une forme de paix chaque maillon de la chaîne, sachant exactement quand passer le relais. L'Empire repose sur cela. Vous expirez lentement, et sous les étoiles, vous ne rêvez pas de gloire mais de routes pavées et de sandales à la bonne taille. Le matin arrive dans un nuage de poussière et de douleur de sel. Tu n'es plus à pied, cette portion du voyage se fait entièrement à cheval. Le système de messagerie perse, aussi ingénieux soit-il, ne s'attendait pas à ce qu'un seul courrier parcourt toute la route royale à lui seul. Ce serait comme demander à ton facteur de courir de New York à Los Angeles avec ta facture d'électricité. À la place, le système fonctionnait par relais. Tu chevauches à pleine vitesse sur un tronçon, puis tu changes de cheval et de cavalier à la prochaine station. C'est ainsi que les messages parcouraient près de 200-700 km en moins de 7 jours plus vite que la plupart des courriers modernes, soyons honnêtes. Ta monture actuelle est fine et nerveuse, élevée pour la vitesse, pas pour le confort. Tu serres une sacoche en cuir scellée avec un peu de cire, marquée d'un lion stylisé. Tu ne sais pas ce qu'elle contient. Tu es juste les jambes. La route serpente à travers des collines arides. Des cailloux roulent sous les sabots, et soudain une tempête de sable. Elle frappe comme de la farine renversée mêlée à de l'électricité statique. Tu enroules ton écharpe autour de la bouche, plisses les yeux dans cette tache jaune qui brouille le ciel et continue d'avancer. Le cheval veut s'arrêter. Tu le pousses légèrement du talon, le message passe. C'est ta vie maintenant. Galoper, du sable, de la poussière, changer de cheval, recommencer. À la prochaine station, un garçon te tend une outre d'eau et une tranche de pain d'orge si sec qu'on pourrait l'utiliser comme tuile de toit. Tu manges quand même, le pain te râpe la gorge. L'eau a un goût de cuir et de soleil ancien. Ça ira. Tu n'es pas là pour pique-niquer. Les historiens débattent encore. Les Perses ont-ils inventé le premier véritable système postal, ou n'était-ce qu'un service militaire de messagerie déguisé en infrastructure publique? La vérité se situe probablement entre les deux. Darius le Grand ne s'intéressait certainement pas à l'envoi de cartes d'anniversaire ou de bons de réduction sur des sandales. Mais il était obsédé par la circulation de l'information. Il savait que le véritable empire, ce n'était pas les armées, c'était les messages, les ordres, les renseignements, le contrôle. Alors tu continues de chevaucher. Tu croises une caravane de marchands avançant lentement en sens inverse des chameaux, des esclaves et un homme vendant de la pâte de poisson fermentée depuis une charrette. Ça sent la trahison. Il t'entend un pot. Tu refuses poliment d'un geste de la main qui signifie « Si je n'étais pas en mission officielle, je mangerais bien cette étrange mixture ». La route royale n'a rien de glamour. Certaines parties sont pavées de pierres carrées, d'autres sont pleines de trous et de poussière. Quelques sections ont des fossés taillés pour éviter les inondations, c'était les voies de luxe. Mais d'autres segments donnent l'impression d'avoir été tracés par un bœuf ivre avec une dent contre ton coccyx. Malgré tout, toutes les quelques heures, tu tombes sur une station relais. Des bâtiments carrés en briques de terre, fondations en pierre, souvent gardés par des hommes armés d'arcs et brûlés par le soleil. À l'intérieur, des courriers comme toi changent de cheval, volent un petit somme ou partagent les rumeurs entendues entre les murs du palais et les forts frontaliers. Parmi ces histoires, un courrier affirme avoir traversé un éclair pour livrer un message concernant un tribut impayé. Il est arrivé avec les sourcils roussis, jurant que les dieux avaient approuvé. Un autre dit avoir vu un fantôme à l'extérieur d'Ecbatan lui demandant de livrer une lettre écrite sur des os d'oiseaux. Ce courrier a ensuite pris un mois de repos pour reposer son aura. Mais toi, non. Tu chevauches encore. Près du milieu de ton voyage, là où les collines s'aplanissent en d'interminables plaines salées, tu affrontes la partie la plus difficile, la saison des vents. Tu croyais que la tempête de sable était mauvaise? Celle-ci est pire. Le vent hurle comme un juge animé d'une rancune personnelle. Il charrie du sable, des insectes, et ce qui te restait d'enthousiasme. Tu avances tête baissée, yeux mi-clos, faisant plus confiance au cheval qu'à ton propre jugement. Tu atteins un petit poste avancé et t'effondres dans une botte de foin. Un homme grisonnant clairement le chef de poste tend une tasse de lait de chèvre et dit « Évite de goûter sur le rouleau ». Tu ne t'étais pas rendu compte que tu saignais. Tes mains, écorchées par les rênes, sont fendillées, épluchées comme du vieux papyrus. Tu les enveloppes dans du lin. Tu bois le lait. Il est piquant. Et puis, quelque chose d'étrange. Un autre courrier arrive en sens inverse, il ne fait pas partie de ta ligne. Son insigne est en argent, pas en bronze.
Cela signifie priorité royale absolue. Il monte un cheval blanc, élégant et nerveux, et transporte un rouleau scellé 2 fois. Tu y jettes un coup d'œil et comprends, ce message n'est pas censé s'arrêter. Il doit aller jusqu'à Persépolis. Urgence ? Demandes-tu. Succession ? Marmonne-t-il, avant de repartir au galop, sans autre mot. La rumeur se répand aussitôt comme une traînée de poudre. Succession ? Cela peut vouloir dire n'importe quoi. La mort d'un roi, une rébellion, un général favori qui prend soudain sa retraite. Tu ne poses pas de questions. Mais l'air devient plus lourd, comme si la chaleur avait monté d'un cran sans que personne ne sache pourquoi. Petite remarque curieuse, les courriers perses transportaient souvent leurs propres ciseaux, un outil pour découper le cuir, les sangles de sel ou, moins glorieusement, partager de la viande. Ils devaient être autonomes. Si un cheval se blessait, ils lui fabriquaient une attelle. Si un poste était abandonné, il dormait sur la route. Si un étui à rouleau était endommagé, ils en recousaient un à partir de peaux de chameau de rechange. On raconte qu'un courrier aurait même réécrit un message de mémoire après qu'un singe l'a mangé. Personne ne sait s'il a été promu ou envoyé discrètement dans un sanctuaire de montagne pour méditer sur la précision. Quand la nuit tombe à nouveau, tu arrives à une station fortifiée, à l'extérieur d'un village de huttes, en roseaux et de feux calmes. Tu as remis le message. Tu ne chevauches pas ce soir. Tu te reposes. La lune pend lourdement, jaune comme un melon trop mûr. Tu t'étends sur le toit plat, les yeux rivés aux constellations qui n'ont pas changé depuis que tes ancêtres leur chantaient. En contrebas, un lézard file entre les pierres. Ton rythme cardiaque ralentit. Plus de vent, plus de sabots, juste le silence. Tu t'endors en sachant que, quelque part plus loin, un autre courrier est déjà réveillé, déjà en route. À ce stade, tu as épuisé plus de chevaux que tu ne voudrais l'admettre. Mais ce soir, tu es hors service. Tes mains sont bandées, ton dos raide, et tes sandales, eh bien, l'une d'elles est désormais en 2 morceaux. Tu es assis dans un coin d'une station relais près des portes de Cilicie, en train de siroter un bouillon d'orge tiède, tandis que 2 courriers plus âgés râlent à propos des messages qu'ils ont dû livrer. Tu crois que ce n'est que du bavardage, jusqu'à ce que l'un d'eux sorte de sa sacoche un rouleau royal et le tienne comme s'il pouvait mordre. Il est enveloppé de cuir huilé, scellé avec une double couche de cire et marqué de l'emblème d'un satrape, l'un des gouverneurs provinciaux de l'Empire. Personne n'est censé ouvrir ce genre de rouleau sans autorisation, mais parfois, des accidents arrivent, ou la curiosité l'emporte. « Tu sais ce que disait celui-là » demande l'homme à voix basse. Il était vide. Tu clignes des yeux. « Vide ? Pas un mot » murmure-t-il. Juste une tache d'encre et un fil d'or. Un code symbolique, destiné uniquement aux yeux du roi. Voilà qui est inhabituel. Tu vois, il s'avère que les messages perses n'étaient pas toujours écrits pour être lus par le public ou même par des lettrés. Si la plupart des lettres royales étaient inscrites sur du papyrus ou du parchemin en araméen, la langue véhiculaire de l'Empire, d'autres étaient symboliques. Images, objets ou motifs codés conçus pour transmettre un message d'un seul regard à un destinataire très spécifique. Imagine recevoir une carte postale avec seulement une plume rouge dessus et comprendre que cela signifie commencer la mobilisation des troupes à l'aube. Et ces sceaux, ce n'était pas juste décoratif. Chaque satrape, général ou noble, avait son propre cachet, un sceau unique pressé dans la cire chaude. Certains étaient si ornés qu'ils nécessitaient des assistants pour les porter et les entretenir. Un noble se serait fait voler sa bague-seau pendant un bain, et il fallut 3 semaines pour réparer le chaos causé par ces prétendus ordres surprises de doubler les impôts de tout le monde. Les historiens débattent encore pour savoir si ces messages codés faisaient partie d'un vaste système d'espionnage ou s'ils servaient simplement à garder des secrets au sein de la cour. Mais vu combien de lettres ont mystérieusement disparu dans les déserts ou ont fini à des endroits où elles n'auraient jamais dû se trouver, le soupçon persiste. Tu demandes au courrier ce qu'il est advenu du rouleau vide. « Je l'ai livré », dit-il. « C'est la règle. Tu ne cherches jamais à deviner le sens d'un message. Tu n'es que la route. Et pourtant, la curiosité demeure. » Plus tard, dans un autre relais, un apprenti scribe te laisse jeter un coup d'œil à l'atelier juste pour un instant. À l'intérieur, des rangées de tablettes d'argile, de parchemins roulés et de bâtons d'ivoire sculptés sont empilés avec une précision presque inquiétante. Les scribes plongent leur calame dans une encre noire épaisse et tracent des mots d'un geste vif et anguleux. Leurs mains sont fermes, leurs regards impénétrables. C'est le centre nerveux derrière les muscles du réseau de messagers. Tu remarques quelque chose d'étrange, un rouleau ouvert listant des quantités de grains, de travailleurs et de parfums. Il s'avère que l'Empire perse ne reposait pas uniquement sur des ordres militaires. Il reposait sur l'administration.
Les messages traçaient les taxes, les rations, les effectifs et oui, les livraisons de myrrhe et d'eau de rose pour les bains de la reine-mère. Même la logistique avait une odeur. Tu demandes si certains scribes ont déjà écrit quelque chose de non officiel. L'un d'eux hausse les épaules. Une fois, j'ai recopié un poème sur une tortue tombant amoureuse d'un rayon de lune. Il a été confisqué. Tous les messages n'étaient pas des affaires sérieuses. Certains rouleaux contenaient des blagues, des réflexions philosophiques, voire des avertissements codés une forme subtile de résistance. Un satrape rebelle envoya un jour au roi un rouleau dont la première lettre de chaque ligne formait les mots « Laisse-moi tranquille ». Le roi répondit en le remplaçant par un homme nommé « Non ». Mais parfois, les messages n'arrivaient pas, ils étaient interceptés. Des espions parcouraient les routes, déguisés en marchands ou en moines errants. Ils visaient les courriers, prêts à soudoyer ou, si nécessaire, à poignarder. Un cas célèbre, un courrier fut retrouvé près d'une rivière, délirant, le rouleau disparut, prétendant qu'un démon l'avait emporté. Le démon portait une armure grecque, murmura quelqu'un. Après cela, certains messages sensibles furent envoyés en double ou par des routes alternatives, au cas où tu repenses au rouleau que tu as transporté la semaine dernière, cire épaisse, ruban rouge. Tu ne sauras jamais ce qu'il contenait, mais tu te poses la question. Parfois, les courriers tenaient des carnets secrets de petits registres cachés des messages qu'ils avaient livrés au cas où on les accuserait de perte ou de falsification. C'était contre les règles. Mais les règles n'ont pas empêché un courrier perse de galoper à travers un orage en marmonnant, pourvu que ce soit le dernier. Les règles étaient flexibles ou oubliées à la carte. Le chef de station t'appelle. Il a quelque chose d'étrange. C'est un cylindre en bois creux, bouché, scellé. À l'intérieur, un rouleau bien sûr, mais aussi une petite figurine en bronze représentant un faucon, ses ailes gravées de lignes minuscules. C'est cérémoniel ? Demandes-tu ? Non, dit-il, c'est un code. Les ailes du faucon signifient « surveille le ciel ». Cryptique, maïs glaçant. Les messages dans le système de messagerie perse étaient physiques, symboliques, politiques et profondément humains. Ils portaient des ambitions, des menaces, des espoirs et des trahisons. De retour dehors, tu regardes la route. Un courrier passe devant toi à cheval, te fait un signe de tête. Tu te demandes s'il transporte un rouleau qui sauvera une vie ou détruira une ville. C'est étrange. Tu as parcouru des kilomètres, échangé des dizaines de chevaux et usé ta seule écharpe décente. Mais ce sont les mots qui ont le pouvoir. Pas toi. Toi, tu es la route. Eux, ce sont les muscles. Et l'empire vaste, brûlé par le soleil, cousu de sabots et de sueur humaine, respire par ces messages. Tu es désormais profondément au cœur de l'empire. Le paysage change, les forêts s'éclaircissent en broussailles, les rivières serpentent autour de collines basses, les villages deviennent plus rares et plus étranges. Tu as transporté plus de messages que tu ne peux en compter, et la plupart, tu n'en connaîtras jamais le contenu. Mais ce soir, une pensée nouvelle s'insinue. Que se passe-t-il lorsqu'un message n'arrive pas à destination ? Ce n'est pas quelque chose dont les courriers parlent ouvertement. Mauvais présage, malchance. On ne porte pas malheur à la route. Mais ça arrive. Prends l'histoire de Ramin, un courrier qui n'est jamais allé plus loin que le coude sud du Tigre. Son cheval est revenu sans lui, sa coche encore scellée. Lorsqu'ils ont enfin retrouvé Ramin, il était perché dans un arbre, bien vivant, serrant un rouleau contre lui et jurant avoir été poursuivi par un lion. Les historiens débattent encore. Ramin a-t-il inventé cette attaque pour éviter un tronçon difficile ? Ou bien un félin sauvage s'est-il réellement intéressé aux documents royaux ? Quoi qu'il en soit, Ramin fut réaffecté à un poste de scribe à Persépolis. On disait en plaisantant qu'il servait désormais l'Empire par la plume et par la patte. Les échecs du système de messagerie n'étaient pas toujours aussi pittoresques. Parfois, l'erreur venait de l'humain fatigue, corruption, trahison. Un satrape aurait payé un courrier pour égarer. Un ordre particulièrement sévère venu du roi, mais le courrier livra finalement l'ordre et la confession. Le satrape ne resta pas longtemps en place. Le courrier, lui, fut promu, puis disparut plus tard dans des circonstances mystérieuses. Coïncidence ? Et puis, il y avait les échecs naturels. Des rivières en crue, des routes ensevelies par des glissements de terrain, des invasions de criquets, des tremblements de terre. Une fois, une capsule contenant un message fut emportée par une inondation près de Babylone et retrouvée des semaines plus tard dans le filet d'un pêcheur. Le rouleau était devenu une bouillie illisible. Le pêcheur affirma qu'il y avait lu « Augmenter prix ». Il le fit. Toi, heureusement, tu as évité la plupart des catastrophes, sauf une fois où tu as dû traverser un pont gelé avec un cheval qui ne croyait absolument pas à l'existence de la glace. Vous avez survécu tous les deux,
Mais le message fut livré accompagné d'un petit mot griffonné sur un bout de parchemin gelé, attaché au seau. Le courrier recommande des raquettes. Et pourtant, l'Empire prévoit tout cela. Les messages sont souvent redondants, envoyés par 2 ou 3 exemplaires ou sur différents itinéraires. Les ordres importants sont confiés à des courriers de confiance, parfois escortés de soldats ou dissimulés parmi des marchands. Mais même ainsi, la confiance reste un pari. Dans une affaire tristement célèbre, un courrier fit défection vers un royaume rival et remit un message détaillant les mouvements de troupes. Cette trahison provoqua une embuscade, une escarmouche et des mois de chaos politique. Le courrier fut finalement capturé grâce à un informateur déguisé en marchand de théière et exécuté. Mais les véritables dégâts, l'Empire commença à ne plus faire confiance à ses propres messagers. C'est alors que furent introduits les pièges à messages de faux rouleaux contenant de faux ordres, placés pour piéger des espions ou tester la loyauté. Si un courrier en livrait un au mauvais destinataire, c'était une preuve suffisante. Un chef de poste te raconte avoir reçu un rouleau qui disait simplement « Rends ceci et ne dis rien ». Il l'a fait. 2 semaines plus tard, il fut promu. Il ignore toujours ce que cela signifiait. Mais tous les échecs ne sont pas de véritables échecs. Parfois, les messages arrivent trop tard pour être utiles, mais ils arrivent quand même. Une fois, tu as chevauché 3 jours sous le grésil pour livrer une requête de grains à une ville déjà réduite en cendres par un raid frontalier. Tu te tenais dans la cendre avec ton rouleau et tu as murmuré « Au moins, plus personne ne mourra de faim ». Petite anecdote insolite. Un scribe aurait envoyé des messages à lui-même juste pour tester l'honnêteté des courriers. Ces rouleaux contenaient des instructions comme « Merci de renvoyer cette note si vous l'avez lue » ou « À livrer à une chèvre très confuse dans le prochain village ». Un courrier a vraiment livré celui de la chèvre attachée à sa corne avec un ruban. L'expression de la chèvre fut décrite comme « profondément indifférente ». Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette futilité. Parce que même lorsque l'Empire s'effondrera, et un jour il s'effondrera, ses routes seront toujours là, poussiéreuses et fissurées. Les stations de relais tomberont en ruine, les messages s'effaceront, mais l'idée que des mots puissent traverser montagnes, déserts et fuseaux horaires sur le dos d'un humain en sueur et en sandales, cette idée survivra. Tu chevauches un peu plus lentement maintenant. Tu ne poursuis plus le message comme un feu, tu le portes comme un souffle. Une nuit, non loin de la côte, une jeune fille t'arrête sur le bord de la route. Elle regarde ta sacoche et demande « Tu transportes quelque chose d'important ?» Tu souris et réponds « Yen ça se passe ». Elle hoche la tête avec gravité. « Alors ça doit l'être. » Cette nuit-là, tes rêves sont paisibles, pas de sabots, pas de tonnerre, pas de rouleau vide. Juste le silence. Et au matin, tu es déjà parti. Épilogue. Pour s'endormir. Et maintenant, alors que tes paupières s'alourdissent et que tes pensées dérivent doucement vers le sommeil, tu te retrouves encore en voyage sur ces routes anciennes et infinies. Les sabots sont plus doux, la poussière est retombée. Tu ne te presses plus, tu ne portes plus rien. Tu glisses simplement en avant, les étoiles au-dessus, une brise tiède caressant ton visage comme un murmure. L'Empire paraît lointain. Les rouleaux, les seaux, les inquiétudes, ils s'effacent dans le souffle bas du ventre, les cyprès. La dernière station de relais derrière toi luit faiblement sous la lanterne, mais elle est déjà loin. Juste un point, juste un souvenir. Tes mains, jadis douloureuses à force de tenir les rênes et le parchemin, reposent désormais tranquillement à tes côtés. Tu ne tiens plus rien, tu ne cours plus, tu avances, lentement, paisiblement. Et devant toi, une colline douce, couverte d'herbes silencieuses, aucun délai, aucun ordre. Peut être juste un banc sous un figuier, avec vue sur une vallée que le temps n'a pas encore touchée. Tu inspires profondément, et senses la route expirer sous toi. Le voyage s'est terminé non par une grande arrivée, mais par une douce tranquillité. Tu n'es plus le messager, tu es le message. Bonne nuit.